Voilà, je vais intervenir sur le thème démocratie et populisme. Je vais laisser volontairement dans l'ombre pour l'instant les deux thèmes. Alors, le spectre du populisme hante le monde. Et certains considèrent qu'à cause de son lien avec l'extrême droite, le fascisme, voire le totalitarisme, il est pour la démocratie un danger au moins aussi menaçant que le communautarisme. Puisque la démocratie est essentiellement représentative, la crise de la démocratie représentative, dont le populisme est le symptôme visible, est une crise de la démocratie dans son ensemble. Comme souvent, l'idée et le fait précèdent de beaucoup le mot qui les désigne. Le populisme a une préhistoire qui remonte à Platon. Dans la République, celui-ci pourfend la démagogie, consubstantielle selon lui à la démocratie. Le démagogue est littéralement celui qui mène le peuple, d'où son équivoque. Séducteur de peuple, le démagogue est aussi un tyran. La démocratie est un régime qui finit par basculer dans son contraire, la tyrannie. Son envers, devrait-on dire, plutôt que son contraire, car il y a, selon Platon, une tyrannie du peuple. La liberté du peuple est un chaos d'où ne peut sortir qu'un ordre intempérant. Si le terme de populisme a aujourd'hui supplanté celui de démagogie, c'est parce qu'il recouvre une réalité plus large, tout en reprenant la totalité de son sens, lequel a vu se rétrécir son domaine d'application. La démagogie, en effet, est une pratique qui peut se cantonner à un domaine étroit de la vie politique et sociale. On dira que la promesse d'une hausse du pouvoir d'achat est démagogique. Si le populisme englobe la démagogie puisqu'il prétend contradictoirement suivre et mener le peuple, il ne s'y réduit pas. Il est à la fois une forme, un certain style, et l'expression d'un ensemble de valeurs dont il s'agit de repérer les liens de dérivation ou d'inversion par rapport aux valeurs de la démocratie. Il existe une manière populiste, reconnaissable entre toutes, et qui transcende les clivages politiques et nationaux classiques. Cette manière est littéralement ignoble, c'est-à-dire non noble. Depuis les années 1980, nombre de responsables politiques occidentaux n'ont eu de cesse de se présenter comme des hommes du commun, ni des génies, ni des héros, et fiers de leur culture. Mais dans la recherche démagogique, pour toujours plus de simplicité, ils sont trouvés plus forts qu'eux. Il ne suffit pas de s'encanailler pour être, ni même pour paraître un homme du peuple. Le leader populiste qui ne représente pas mais incarne, prend le peuple au mot. Face au verbe hautain du technocrate, il va parler haut. Tout comme la démocratie directe, le style direct participe du rejet des élites. Le populisme se caractérise par une très forte personnalisation du pouvoir. Certes, on ne peut pas parler de culte du chef, comme pour les fascismes, car les démocraties l'ont neutralisé et affadi en végétarien. Toujours est-il qu'il n'y a pas de populisme sans leader incontesté. Le parler dru de ces leaders qui usent volontiers de tours familiers et de tournures argotiques ravale l'idiolecte des professionnels et des experts de la politique au rang de moyens cyniques de dissimulation et de mensonge. Pour séduire, il faut réduire, disait Balthazar Gracian. Et pour réduire, rien de tel que l'émotion, qui est la chose du monde la mieux partagée. L'affect est simplificateur et bipolaire. Si la démocratie d'opinion est déjà une forme très affaiblie de démocratie, que dire de la démocratie d'affect? Le leader populiste entraîne, à la manière d'une vedette de cinéma ou d'un animateur de télévision. Il n'a plus besoin, comme jadis, d'être un orateur, même si à l'occasion il l'est. Il est un animateur, et même, pourrait-on dire, un réanimateur. Sur le plan formel, le populisme est moins la trahison de la démocratie que sa caricature. Il exhibe l'affect jusqu'à l'obscène. Jacob Burckhardt, historien suisse du XIXe siècle, célèbre pour avoir écrit cet ouvrage devenu classique, La civilisation de la Renaissance en Italie, Jacob Burckhardt donc disait de la modernité qu'elle est l'ère des simplifications sauvages.
Il écrivait ça vers 1860. Alors que les mécanismes sociaux objectifs sont de plus en plus complexes et que seuls les connaisseurs peuvent en prendre la mesure complète, les relations sociales dans lesquelles les individus sont engagés quotidiennement sont de plus en plus pauvres. Ce qui veut dire que les citoyens sont de moins en moins à même de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ce que Hannah Arendt et Günther Anders disaient du monde technique se trouve vérifié au niveau du monde social. Les hommes ne sont plus en position de savoir ce qu'ils font. Le populisme présente cet inappréciable avantage de traiter le monde compliqué avec des idées simples. Le populisme répugne à la délibération. Il n'a que des certitudes. La dualité, nous, les autres, gouverne tout un ensemble de dichotomies. Familier, étranger, bienveillant, hostile, sécurisant, inquiétant, etc. Mais, et en cela le populisme reste bien dans le cadre formel de la démocratie, les autres sont moins des ennemis que des concurrents. Parfois même, pas des concurrents, des gêneurs. Tout se passe comme si le populisme transformait en affect social le régime de rivalité universelle qui est désormais celui du capitalisme contemporain. La guerre est sublimée, c'est pourquoi l'extrême droite d'aujourd'hui peut faire l'économie du racisme. On n'a plus besoin de haïr l'autre, la haine est fatigante, on n'en veut tout simplement pas. Ainsi, la vieille qualification de fasciste est-elle la plupart du temps devenue inopérante. Il n'est d'ailleurs plus aussi sûr que celle que la qualification d'extrême droite conserve elle aussi toute sa pertinence. En ce sens, le populisme, à son corps défendant, signale une victoire qui peut paraître irréversible sur les démons du totalitarisme. Le légalisme du populisme occidental actuel différencie fortement celui-ci des populismes putschistes et insurrectionnels passés ou sud-américains. Certes, le système est dénoncé avec brutalité, mais la violence ne franchit pas la barrière du langage et c'est la carte électorale qui est jouée. Même les démonstrations de force dans la rue tendent à disparaître. En dehors des meetings, le néo-populisme répugne à l'intimidation et lui préfère la séduction. Cette intégration objective de la radicalité dans le jeu normal des institutions marque incontestablement la force du fait démocratique. Lorsque les populismes de gauche et de droite parlent d'oligarchie pour désigner les élites, ne reprennent-ils pas à leur compte l'antique exigence d'isonomie qui faisait la démocratie grecque? Ignorant ou feignant d'ignorer les contradictions qui les traversent, le populisme s'imagine les élites comme un bloc homogène et complice. Les détenteurs du capital financier et du capital symbolique sont censés accaparer le pouvoir et diriger en un sens unique au profit exclusif de leurs intérêts propres. Le populisme est anti-intellectualiste. Il se méfie du savoir et de la pensée comme d'une peste. Il est méfiant vis-à-vis de la science parce que celle-ci émane des puissants et qu'elle ne sert que leurs intérêts. Cette dénonciation en bloc des élites place le leader populiste et ceux qui le suivent dans la position enviable du non-dupe. Si l'antisémitisme était, selon le mot fameux d'Auguste Bebel, le socialisme des imbéciles, le populisme l'est tout autant. Mais cette imbécilité était déjà celle des sycophantes de la Grèce ancienne. Tocqueville parlait à propos de la démocratie de la passion de l'égalité. Les nantis, vilipendés par les populismes, englobent les riches, les puissants et les célèbres. Et presque toujours, ce sont les mêmes qui sont censés cumuler ces trois avantages et qui les cumulent en fait. Face à eux, le peuple se sent misérable, impuissant et ignoré. Les élites ont perdu toute légitimité, car les citoyens savent que les hiérarchies de pouvoir et de richesse ne dérivent plus des compétences et que le mérite, qui seul peut rendre les inégalités acceptables dans une république, a été vidé de son sens. Le peuple fait alors sécession. Lors des élections, l'abstention est, avec le vote protestataire, son avantage. Cette distance éprouvée n'est pas fantasmatique. Elle correspond à un éloignement bien réel. Non seulement les citoyens n'ont voulu ni l'Europe, ni l'immigration, ni la financiarisation du capitalisme international,
mais ils ont le sentiment que ces tendances jouent systématiquement contre eux. On ne peut pas dire que ce sont les moyens d'information massivement disponibles qui les feront changer d'avis. Tout entier voué au culte de l'accident et de la catastrophe, les masses médias tendent à identifier l'Europe à la perte de la souveraineté, l'immigration à l'invasion et la mondialisation à la délocalisation. Comment dès lors s'étonner du fort taux d'abstention lors des élections, puisque les choix fondamentaux qui conditionnent l'avenir d'un pays ne sont jamais soumis au vote? Cela dit, le populisme a moins un sens politique qu'existentiel, mais il se traduit politiquement, d'où les méprises qui peuvent être dramatiques en cas de victoire électorale. L'anti-élitisme du populisme lui fait choisir la puissance aux dépens de l'autorité. Les figures de proue des partis populistes sont jeunes, charismatiques et décomplexées. Elles jettent au feu la langue de bois, ferraillent contre le politiquement correct, mais prennent soin d'éviter les dérapages explicitement racistes et xénophobes qui achèveraient de les marginaliser. Ces partis n'ont pas de racines idéologiques à l'extrême droite, ou bien ils les ont extirpées. Ils revendiquent les valeurs de tolérance, de liberté et de laïcité, qui sont des valeurs démocratiques et qui, selon eux, seraient mortellement menacées. Libéral pour ce qui touche l'égalité entre les hommes et les femmes, désormais libertaire en matière de comportement sexuel, le populisme est profondément heurté par le traditionnalisme réactif des populations immigrées, et c'est pourquoi, même lorsqu'il est de droite, le qualificatif de réactionnaire lui convient mal. Le populisme se présente à la fois comme une critique de la démocratie, comme un rejet de la démocratie et comme une exigence de démocratie. Le populiste en appelle au vrai peuple, aux vrais gens, comme s'il pouvait y en avoir en toc. Il est pour la démocratie directe ou participative contre la démocratie représentative. Il déteste et contourne les médiations normales et nécessaires en démocratie. Il pense que les moyens institutionnels d'expression sont des écrans ou des rideaux de fumée. Comme il est censé naître directement du peuple, il s'adresse directement à lui. Le populisme est un plébiscite de tous les jours. Son langage est logiquement celui de l'interpellation. La démocratie est condamnée à décevoir et le peuple a besoin de croyances. Si dans nombre de pays, comme en Amérique latine, le populisme a pu précéder la démocratie, en Europe, il est né d'elle. Le populisme a profité de la relativisation de toutes les pensées, l'arrasement des grandes valeurs et des idéaux auxquels on procédait avec obstination depuis plusieurs décennies, les médias de masse ainsi que l'idéologie managériale et consumériste a sapé la démocratie au nom de la démocratie même et fait le lit du populisme. Les médias les plus populaires ont systématiquement remplacé le travail de la critique par le jeu de la dérision. Les valeurs et idéaux sur lesquels la démocratie se fonde historiquement tendent ainsi à perdre leur assise et leur sens. La liberté est devenue celle de dire et de faire n'importe quoi. L'égalité est celle des consommateurs de distraction. Quant à la fraternité, elle a été ravalée au rang de copinage. Le populisme est l'expression dérivée de ce culte de la différence qui caractérise les démocraties de masse contemporaines. Je ne suis pas comme les autres, dit le leader populiste. Les autres ne sont pas comme vous, ajoute-t-il. Avec la démocratie, c'est le peuple démos qui est en jeu, sinon au pouvoir. Or, le populisme joue l'ethnos et même l'oklos contre le démos. Et puis, le concept de peuple, adossé au mythe post-révolutionnaire, on en songe à Michelet, à Hugo. Ce concept de peuple a connu une crise radicale et sans doute irréversible. Tant du point de vue sociologique que du point de vue politique, il n'est plus sûr que le peuple existe encore. Le peuple est aussi introuvable que les cultures, elles aussi en voie de disparition et elles aussi rituellement invoquées. De fait, le populisme, qui ne cesse d'en appeler au génie du peuple, n'est jamais venu du peuple lui-même, à commencer d'ailleurs par la forme éminemment, on peut dire éminente du populisme, à savoir le populisme russe historique, celui qui est né au XIXe siècle, et qui est l'affaire justement de ce que les Russes ont inventé comme étant une classe particulière, et qui est l'intelligentsia.
Le populisme, donc, n'est jamais venu du peuple lui-même, il est venu à lui, lorsqu'il ne s'est pas imposé à lui. Le populisme n'est populaire qu'après coup, en aval, pas en amont. À l'heure de l'individualisme de masse, il n'y a plus ni peuple, ni masse, ni même foule, seulement un collectif d'individus. Si bien que nous avons affaire à une configuration paradoxale d'un populisme sans peuple, bien différent en cela de celui auquel les histoires passées, celle de la Russie, celle de l'Amérique latine, celle de la France entre les deux guerres, nous avaient habitués. Les populistes russes et sud-américains étaient des progressistes, ce que ne sont pas les néo-populistes européens actuels. Ceux-ci n'espèrent en fait rien de l'avenir, ils en redoutent tout. Le populisme voit avec tristesse la communauté, Gemeinschaft, se dissoudre en société, Gesellschaft, au sens que Ferdinand Tönnies accordait à ces deux termes. On comprend pourquoi le populisme actuel ne peut avoir la dynamique des populismes du passé. C'est une formation réactionnelle, analogue en cela à l'islamisme, la violence en moins. De même que l'intégrisme est un signe de déclin et non un regain du religieux, de même le populisme signale non pas le retour du peuple sur le devant de la scène politique, mais bel et bien son effacement. Il sait plus ou moins obscurément que la partie est désormais perdue pour lui, d'où sa tristesse et son ressentiment. D'où également les inquiétudes possibles du côté de ses adversaires. Historiquement, le populisme a pu précéder la démocratie, lui succéder ou l'accompagner. Il pourrait aussi en signaler la fin. Alain Touraine a qualifié le populisme de maladie infantile de la démocratie, mais le populisme sous sa forme dominante actuelle en est plutôt la maladie sénile. De plus en plus d'experts en arrivent à considérer que la démocratie est une forme, une formule dépassée dans le cadre d'un néolibéralisme désormais mondialisé. Inquiétante ruse de l'histoire, il se pourrait que le populisme que l'on voit aujourd'hui monter un peu partout achemine les pays occidentaux d'abord, en attendant le reste du monde, vers une post-démocratie qui refermerait la parenthèse du politique, ouverte à Athènes, pour laisser toute la place à un monde de production et de consommation sécurisée. Ni programme économique, ni projet social, ni franche utopie, selon les mots de Jean-Pierre Villon. L'absence de détermination des moyens pratiques, le caractère franchement irréaliste de ces revendications, qui pourrait croire à une sortie de la France hors du monde, font du populisme une sorte d'utopie à l'envers, où la crainte aurait remplacé l'espoir. Or, la faiblesse et même l'inconsistance programmatique du populisme, loin de lui nuire, contribue à son influence. Le spectre qui hante le monde n'est pas celui d'une prise de pouvoir démocratique par des partis qui ne le seraient pas, mais celui d'une évacuation pure et simple du politique dans des pays menacés par le déclassement et le vieillissement.